Actuellement, c'est une guérilla urbaine. Il y a ceux qui se respectent et qui ont ce qu'on appelle chez nous la figure. Et tu as ceux qui n'en ont pas. En gros, il nous faut encore, pour en revenir, il nous faut 20 mois. On va s'en sortir, on va sortir Hmm, grandi. Il y aura effectivement une forme d'épuration, de nettoyage, mais on a le vent en poupe, en tout cas, le vélo a le vent en poupe. hmm. Pour moi, les vélos sont trop chers. N'empêche qu'on a dépassé quand même des limites qui, pour moi, me semblent inacceptables. On a dépassé la barre des 10 000 euros. Pour moi, les vélos sont trop chers. Bonjour et bienvenue sur le podcast En roue libre. En roue libre, c'est le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Chaque semaine, je reçois un invité afin qu'il me raconte son parcours et son actualité. Avec lui, je vous partage des histoires inspirantes et on décrypte l'actu du monde du vélo. Je suis Antoine Taillefer et vous êtes En roue libre. En roue libre vous est présenté par Line. Line regroupe des experts dans tous les domaines afin de vous aider à créer des services, produits, contenus et expériences plus pertinents et en phase avec les attentes de vos clients. Si vous avez un projet dans l'univers du vélo, je vous invite à me contacter via LinkedIn. C'est Allez, parti. Eh ben, 3, 2, DJ. 3, 2, 1, DJ. Nous y sommes. C'est parti Momo. Bon, oulala, Momo, Christophe Morera dans En roue libre. Oh là 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 là, c'est presque un Grand symbole. plaisir. Hmm. Grand plaisir pour moi d'être dans Roue Libre. Je suis les podcasts de mes collègues avec attention et je trouve que c'est quand même super sympa de parler un peu d'économie du vélo, de l'histoire de l'économie du futur. Donc, je suis tout à toi, Antoine. Ah là là, et tu peux pas me faire beaucoup plus plaisir. Momo, Christophe Morera, comment est-ce qu'on peut te décrire, personnage emblématique de l'industrie, du milieu du VTT? Plutôt VTT que mobilité d'ailleurs. Euh, tu as quasiment toujours fait partie des murs de cette industrie. Tu as quasiment toujours été là. À différents niveaux, différents échelons. Un moment en tant que rider, maintenant chef d'entreprise, personnage influent de la scène VTT française et ambassadeur de la scène VTT française à travers le monde. Euh, comment, bon, je sais pas, enfin, voilà comment je pourrais te présenter, mais toi, Momo, comment tu te présenterais? Euh, Comment je vais me présenter? Donc, petit BMXeur en 1983, 83-84. Donc, enfin, dans les années 80, départ du BMX. Je commence le BMX. 82, je fais rentrer quelqu'un qui n'est pas ton cousin ni ton frère, mais qui a le même nom, Christian Taillefer, dans le BMX en 83-84. Puis moi, je pars dans d'autres sports. Et Christian, donc je commence à voir Christian Taillefer en 87 à la télé, qui devenait quand même la superstar du moment. Et en 92-13, je me mets sur un vélo, un Mongoose. Parce que pour moi, Mongoose, ça voulait dire BMX. Et je commence à rider, si tu veux. En gros, ça a été une rencontre avec Tatoulou, Miles Rockwell, que les gens se Oh. connaissent sur un chemin de Provence. Moi, je le descendais, je partais travailler et je vois des mecs rider, dont Fabrice, et qui me dit, mais viens rouler avec nous. Mon sang ne fait qu'un tour, j'achète un vélo, un Mongoose, et je commence à rider avec les gars, mais sauf que les gars, c'était des top Coupe du Monde. Et donc, mon aventure de rouler-bouler a commencé à cette époque-là. D'accord. Donc ça a été une aventure. Suite à ça, donc je commence à rouler. Christian et Fabrice m'aident vraiment beaucoup. Je commence à avoir des petits cofacs avec Peugeot. Mhm. Et après, Fabrice et moi, et le fameux Gassou que tout le monde Mhm. connaît, et quand même que tous connaissent, on Bien monte sûr. le team Passion. Voilà, on monte le team Passion Haute.
Et puis un jour, j'ai un appel du fameux magazine Vélo Vert qui me demande de montrer les spots à un certain. Donc là, déjà, on était déjà dans la descente, hein. On avait une équipe de descente. Mais nous, notre truc, c'était de faire un peu les trucs un peu foufou plutôt que chercher les chronos. Et donc, ce jour-là, donc, il y a la job, Christophe Joby, qui m'appelle et qui me demande de montrer des spots à un certain Scott Markiewicz avec un certain Richie Slay et Derek Wisterland. Ok. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les noms, des légendes. Mm, Donc, toi, tu les connais, mais bien Derek, donc sûr. le créateur de New World Order, qui maintenant est un des très, très gros producteurs de films extrêmes chez Red Bull. Mm. Et donc, voilà, en gros, ces mecs viennent sur nos spots, on commence à regarder ça et au détour d'une conversation avec Scott Markiewicz, je dis, mais nous aussi on fait ça. Et Scott me dit, sérieux? Ben, je dis, ouais. Il me dit, venez demain avec vos vélos. Et donc ça, c'est pour la partie ride. Et c'est à partir de là que ben, le lendemain, on a commencé à rider. Et Richie me dit, l'an prochain, je viens avec un film qui était Crank, le film mythique de freeride. Et c'est là où on a arrêté la race et on est parti dans le freeride. Ok. Donc, parallèlement à ça, tu vois, j'ai commencé à faire du business avec la marque Planetix, Ouais. qui n'est plus, Mm. qui a déposé le bilan malheureusement il y a 15 jours. Ah Alors mes oui. partenaires, Mm. ouais, et ouais, mes partenaires aujourd'hui, bah, qui étaient, enfin qui sont toujours, ce que David Loughran lui a vendu, et le fameux David Brisford, qui n'est autre que le team manager de l'ancien team Sky Ineos, enfin Ineos maintenant, qui est maintenant est devenu le directeur général marketing de tout Ineos, Formule 1, l'OGC Nice, et j'en passe. Bien. Donc, assez Ok. fier d'avoir participé à une aventure avec ces mecs-là. Donc voilà, mon Antoine, où c'est qu'on en est. À partir de là, je monte mon business en 1999 et je vais te laisser me poser les questions. Ouais, bien sûr. Avant de te poser plein de questions, quand même, je pense que c'est important de rappeler cette notion pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément des experts du vélo et du VTT en particulier, mais par rapport à cette pratique qui est cette pratique du VTT, on va dire extrême, et pourquoi est-ce que ces gens-là dont tu parlais étaient et sont toujours des légendes. Je pense que c'est quand même bon de rappeler c'est bon de rappeler ce qu'ils faisaient et pourquoi est-ce qu'ils ont mérité ce titre de légende. Et tu vas compléter, tu vas me dire si j'ai tort, mais il me semble qu'ils ont ouvert des portes sur ce qu'est devenu le VTT, notamment le VTT extrême. Tous les gens qu'on voit aujourd'hui sauter des trucs incroyables, la Red Bull Rampage, qui est aujourd'hui, je pense, l'événement VTT extrême le plus médiatisé, le plus connu et le plus... ouais, enfin, sur lequel on a vraiment le plus d'audience. Bah, c'est un événement comme ça n'existerait pas sans des gens dont tu as parlé, donc Richie Schley, Christian et Fabrice Taillefer. Exactement. Enfin, surtout Fabrice qui lui était Baby Gros Cœur, comme on l'appelait à l'époque, quoi. C'était et ce qu'il faut, je pense qu'il est important de rappeler, c'est qu'à l'époque, on avait plutôt, on était plutôt sur une pratique de VTT engagée parce que ça allait vite en descente. Et donc il s'agissait de garder les roues au sol, mais finalement, les sauts, c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus naturel ou ce qu'on allait vraiment chercher. Est-ce que tu peux justement me faire un petit rappel En gros, il y avait, si tu veux, donc la pratique de la descente et il n'y avait que la pratique de la descente. Et effectivement, le principe était beaucoup des verts. Il y avait quelques sauts, mais qui étaient que maintenant les milieux de 12 ans te feraient vraiment sans aucun problème. avec un vélo de Euh, cross-country? oui, par contre, il faut savoir quand même que on reviendra au premier film Crank 1. Crank 1, c'est rigide avec 5 cm, 5 centimètres de débattement devant. Donc, ben, nous, si tu veux, ça a été assez simple. La descente
commence à nous fatiguer, l'armement, les gros teams. Max Commensal est arrivé avec les premiers semi-remorques, Mm. les stars commencent à arriver, Cannondale, si tu veux, Cannondale, Miles Rockwell, Franck Roman, Missy Job, et arrive avec vraiment de la grosse cavalerie. Et nous, petits Provençaux, si tu veux, on est là avec un petit team régional. Mm. On n'est pas trop mal, on est dans les top 20, on a des juniors qui gagnent le France, mais on se démerde. Mais en fait, compte, Fabrice, lui, ça faisait déjà plus de 15 ans qu'il était sur le circuit et il avait plus envie de ça. Donc Mm. on commence à tout simplement à sauter un peu, nous, à droite, à gauche. Et les gens, ben, ça leur plaît. En fait, quand on fait des photos d'action, ça leur plaît. Donc, Vélo Vert, VTT Mag, en gros, les deux magazines qui nous ont beaucoup, beaucoup aidés sont VTT Magazine avec Vincent Ranchou et Vélo Vert, si tu veux, Mm. avec la Job, avec bah, Thierry, toute la clique Mm. de, de Vélo. Enfin, bien sûr, Popov, le fameux Popov. Enfin, c'est une aventure incroyable. Donc, nous, par rapport à ça, on commence à avoir des sponsors. Mm. On commence à avoir des sponsors et un peu plus tard, vers la fin de cet entretien, je vous parlerai d'un certain Xavier Rodoy, parce que c'est un truc un peu incroyable. Mais je vous en parlerai à la fin, Mm. avec qui maintenant ben, je travaille. Xavier Rodoy nous a aidé avec Diamondback, nous a sponsorisé. Ok. Et donc voilà, on a commencé à faire les cranks, puis on a fait la nuit de la glisse, on a fait tout ça. Mais parallèlement, parce que puisque tu parlais quand même de la Rampage, il faut juste savoir une chose, la Rampage n'a pas commencé aux États-Unis. Bien sûr. La Rampage a commencé voilà, en Australie Mhm. avec deux pilotes français, Lionel Sequeira, une légende, et Oui. Thierry Snell, que je salue Oui, haut et bien fort. sûr. Et je salue son père qu'il a perdu la semaine dernière, le pauvre, et Oh. on est tous avec lui. Et Mm. donc deux garçons, Lionel Sequeira casse son frein arrière au départ et fait toute la rampage qu'avec le frein avant. Et il y Mm. avait notre ami aussi, bah, Tarek Razouli, Richie Slay, Oui. White Simon, bref, c'était tout cela. Donc voilà, ça c'était juste l'aparté. Mais en fait, compte, le freeride est né juste d'une envie de sauter, de se balancer sur des pentes un peu raides. Et donc, c'est à partir de là qu'il a commencé à Whistler et dans le Colorado provençal, puisque toi, tu étais un petit garçon déjà passionné. Tu nous regardais avec des grands yeux et puis après, tu as pris le relais sur tes aventures. Mais voilà, le freeride, c'est un état d'esprit, mais c'est un Mm. business que partagent des poulains comme Kylian Bron avec qui j'étais la semaine dernière, Antoine Bizet, que tu connais très, très, très bien aussi, Mm. Thomas Lemoine, Kylian et Thomas sont mes poulains. Ouais. Voilà. Donc, en gros, on part dans 3000 directions, mais tu m'as poussé. Tu m'as Mais bien sûr, poussé. mais ouais, ouais, bah, l'idée c'est aussi voilà, d'explorer un petit peu le terrain, quoi, le terrain. Et quand on parle de terrain, c'est aussi ce terrain assez incroyable qui est le Colorado provençal, qui est, je pense qu'il y a un truc qui fait que si t'avais pas eu le Colorado provençal, je sais pas si t'aurais fait autant de choses. Enfin, je veux dire, c'est un terrain de jeu absolument incroyable, quoi. Tu l'as juste Mais bien derrière. sûr. Tu Alors, l'as juste derrière. en une minute, vends-nous, fais-nous l'office du tourisme du Colorado provençal. Ça va être très simple. On va commencer par des événements. Premier Rock d'Azur. 9 mecs au départ, 7 aptésiens qui sont d'ici. Aujourd'hui, si tu veux, donc on a le Luberon, et pas le Luberon, le Luberon, Le très important, Luberon. tu le sais. Le Luberon qui est de ce côté-là, Hmm. juste au milieu, donc à 5 kilomètres de l'entreprise, le Colorado provençal, Ok. et de l'autre côté, le Vaucluse. Malheureusement, ça ne nous arrive pas souvent et on est très heureux, il pleut. On ne va pas aller à Luberon parce que Luberon, c'est du gras. Donc, on va aller rouler ou Mont du Vaucluse, Petite Pierre, juste devant le Mont Ventoux. Hmm. Mont du Vaucluse, Mont Ventoux, juste derrière. Et en fait, compte, on a trois types de terrain de la terre, du sable, enfin de l'ocre en Hmm. l'occurrence, et de la pierre calcaire de l'autre côté. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un centre FFC, on a 65 tracés donc sur le centre
FFC et on a, je dirais, entre 200 et 300 singles, mais ça c'est un peu plus VIP. Hmm. Mais aujourd'hui, c'est le Place to Be, c'est le petit final Ligour français. Très Et on bien. espère qu'il va agrandir puisque vraiment les politiques ont compris que le vélo, c'était pas juste un loisir, mais c'est aussi une économie. Bien sûr. Bon. Ça, Euh, c'était pour. Non, mais très bien, très très bien. Écoute, le tour d'horizon et le setup est, à mon avis, important. Et puis, encore une fois, parce que parmi les gens qui nous écoutent, il n'y a pas non plus que des passionnés de VTT et de freeride. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir donner un petit peu de contexte et de pouvoir aussi permettre à chacun de comprendre de quoi il s'agit et d'où viennent les gens. Euh, tu... Où on a commencé, où on va dans le présent et où on ira Bien dans le sûr. futur. Voilà. Donc après, il y a le business, parce qu'on n'a pas parlé Eh on ben n'a pas oui. parlé de business. Donc, 1989, pardon, création de Race Company avec la marque Planet X et la marque qui est dure pour moi de citer, la marque Santa Cruz. En 1999, je commence à regarder Crank. Je vois effectivement des vélos très sympa, très différent. Et sur cette marque-là, il y avait marqué, sur ce vélo-là, il y avait marqué Santa Cruz. Hmm. Mon pote Derek de Filami avait cette marque, mais il s'en servait pas. Et poliment, parce que Derek était un de mes sponsors, j'ai dit, mais Derek, tu penses que j'aurais moyen de prendre cette marque sans t'offenser? Il me dit, mais moi, j'en fais rien. Donc, je prends la marque et puis comme je te l'ai dit, on a fait les cranks, on a fait tous ces trucs-là. Hmm. Et voilà, donc je prends la marque pendant 17 ans. Hmm. Pendant 17 ans, 17 ans, je monte la marque à un niveau, je vais dire correct, hein, puisqu'en tout cas, à l'époque, on s'en plaignait pas. Et après arrive ce qui devait arriver, chose que je hais, les groupes qui arrivent dans le business, qui sont pas des passionnés, qui sont juste des financiers. Et voilà, donc au détour de pas mal de choses, en fait, quand on va essayer je mesure mes mots, on sait jamais avec ces Hmm. gens-là, on sait jamais ce qui peut arriver. Donc je mesure mes mots. Je vais dire qu'ils ont été pas gentils. Ouais. Je veux Hmm. dire qu'ils ont été pas gentils. Et je rejoins un ami, Rob Roscope. Il y a de belles marques, il y a beaucoup de belles marques. Et je fais un spécial dédicace à toutes les petites marques qui ont du cœur, qui se battent contre les colosses. Et les gars, ben ça c'en est une. Hein. Transition, ça c'en Hmm. est une. C'est tout petit, c'est à petite gamme, c'est à l'esprit Santa Cruz de quand j'ai commencé. Hmm. Donc on va fermer cette fenêtre. Voilà, c'était juste, on a fait du politiquement correct. Voilà, Hmm. donc maintenant, Ouais. je suis un homme très heureux. Euh, Donc, alors, si tu le veux bien, tu me diras, je sais que c'est un sujet, bon voilà, qui est un peu chaud et puis qui est pas forcément super marrant pour toi, donc tu me dis si jamais tu veux qu'on drop et qu'on avance sur vraiment d'autres sujets, mais euh, pour rappel quand même, plutôt pour retracer un petit peu ce que tu as fait avec cette marque, mais à l'époque, Santa Cruz, c'était quand même pas une marque qui était méga sexy. Il faisait des vélos qui étaient donc du 100% alu, de l'anodisé, enfin il y avait une bonne qualité de fabrication, mais c'était pas des vélos qui étaient particulièrement sexy. Je me rappelle très bien le catalogue 2001 de chez Filami. Bon voilà, ça faisait pas particulièrement rêver quoi. Et puis la marque a évolué et s'est mis à faire des beaux produits et c'est vrai que ben, toi, avec Raceco, enfin, t'as suivi cette évolution de cette marque, tu l'as très très clairement poussé en France, si c'est pas en Europe, mais tu l'as poussé en France, tu t'en as fait la promotion au travers des différents contenus, des teams, des pilotes. Donc tu l'as accompagné et bah voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, ce que tu nous as dit, à la faveur du rachat par un groupe, la distribution a été reprise par le groupe, quoi. Euh, mais qu'est-ce que tu... Enfin,
t'en gardes quand même, j'imagine, quelques superbes souvenirs. Enfin, je veux dire, tout n'est pas noir, à moins que tu me dises que bon, voilà, Non, tout n'est pas noir. J'ai vécu des choses incroyables. Le lancement du premier V10, le premier prototype V10 part, si tu veux, à la première en page. Il y avait Johnny Waddell aussi qui en avait un, qui était un Mhm. Australien. Donc, c'est Thierry Snell qui a raidé le premier V10 en Australie. Donc, le premier proto, enfin, un des premiers protos, enfin, pas le premier, puisqu'il y avait Johnny. Mhm. Euh, donc, on se balance là-dessus. Après, si tu veux, on faisait partie du team Marzocchi, qui était la Ah oui. marque des freeriders. Et donc, au détour de nos shootings à l'international, parce que Marzocchi, on était vraiment à l'international, et Crank, c'était bien sûr international. Mhm. Non, non, une grosse promotion. On s'entendait, on était vraiment en phase avec Rob Roscoe, qui est une légende du skate. On était vraiment en phase. C'était une petite équipe. On parlait de, on parlait de tout et on était, en tout cas, je pense que j'étais considéré comme partie prenante du projet. Enfin, c'était une famille. Mhm. C'était une famille, on n'allait pas au restaurant, on faisait les barbecues sur la plage à Santa Cruz, tu vois, c'était cool. J'avais toujours mon bike qui m'attendait, j'arrivais là-bas, j'avais toujours mon bike qui m'attendait. À chaque fois, on faisait les sujets, bah, aussi un fameux Nicolas Le Carré que tu connais Bien très très sûr. bien, tu vois, mais que je vais accueillir ce soir puisqu'il est à la maison, tu vois, comme quoi vous savez Ouais. tout. Euh, donc, non, c'était une vraie aventure et j'ai vécu un truc, bah, comme beaucoup de marques. Bah, tu te rappelles aussi de distributeurs intenses de l'époque qui étaient Hervé. chez vous, Hervé ouais, Galland. de Tristan, voilà, Mhm. Bike 24. Enfin, c'était 24, enfin, Bike 24, 24 Bicycle, pardon. Ouais. Euh, c'était Tristan, incroyable. Tristan qui écoute les podcasts d'ailleurs, hein. On salue. C'est vrai, il y avait Ouais, ouais. un spécial dédicace, parce que vraiment, on a vécu des trucs incroyables avec tous ces mecs-là. Ouais, ouais. C'était une compétition nord-sud, mais très respectueuse. Ouais, Et, ouais. et c'était donc oui, oui, un grand merci à toute l'ancienne équipe de Santa de m'avoir permis d'arriver là. Je regrette rien. Après, c'est pas ma conception des choses. Je suis Hmm. encore dans une philosophie, tu vois, enfin, un truc tout con. C'est mardi soir, je mangeais avec Fred Blo. Hmm. Fred vient ici, Fred Blo pour l'historique, mon premier sponsor, c'est Trab Sport Group, mon premier Ouais. sponsor. Fred est venu nous rencontrer ici, on a mangé ensemble. Christophe Albaran de RVF est un ami. On est vraiment, c'est la famille du Hmm. VTT. On est concurrents, mais Ouais. c'est voilà. Donc, de la rancune, je vais pas dire que j'en ai pas, ça serait mentir. Tu connais, j'évite de trop faire de langue de bois, c'est pas mon truc. Hmm. Mais en tout cas, la première équipe, je l'en remercie parce qu'elle m'a aidé. Les marques appelant les marques. Après, on a eu plein de belles marques Hmm. derrière. Et on est arrivé au petit niveau où on est, mais qui me va très bien. Ouais, ouais. Alors, tout à l'heure, tu parlais enfin, tu parlais de business. Tu as cité deux fois le terme business. Ce que j'aimerais arriver à... Ce que tu nous expliques, c'est la place justement de cette partie business dans la passion. C'est-à-dire, bon, le business que tu as monté en 99, donc Raceco, c'est un business que tu n'aurais jamais pu monter si tu n'avais pas eu la passion. Quel est euh, comment dire ça? Quelle est enfin, quelle place il faut laisser à la passion dans le business, tu vois, en faisant avancer une boîte, en ayant des salariés, en... Alors, enfin, si tu veux, enfin, il reste de très belles boîtes encore. Je vais les citer parce que c'est des gens que j'aime beaucoup. Hmm, bien sûr. Mohawk, les RBF, les Tribes. C'est que des boîtes de passionnés.
Et on ne peut pas, notamment dans des périodes difficiles comme on a actuellement, on a eu la bulle, mais la bulle malheureusement a éclaté. Et dans les périodes comme ça, dès qu'il y a un coup de fil avec un collègue, c'est parler de nos misères actuelles. Et heureusement qu'entre midi et deux, tu prends ton bac et tu vas arriver dans le Colorado. Mais la passion est vitale. La passion est vitale dans un monde où aujourd'hui on ne parle que d'inflation ou de placement, on ne parle plus d'argent. Heureusement qu'il y a cette passion, parce qu'aujourd'hui, un mec qui a un vélo à 2000 euros qu'il a acheté il y a 10 ans, il prend le même plaisir que nous avec nos vélos à 10 et quelques mille euros, parce qu'on est sur les mêmes trails. Et ça, et encore une fois, moi, je ride, enfin, en ce moment, je suis blessé, mais je ride avec des mecs. J'ai un plombier, j'ai un mec qui conduit un tractopelle, et on n'en a rien à foutre du niveau social, mais rien à foutre. Ce qu'il faut, c'est celui qui est sur le bike, c'est le mec avec qui tu partages des moments incroyables. Et sans passion, tu crées pas un business, ou alors si, c'est un business. Ne me pousse pas comme certains où on ne parle que d'argent. Et c'est pas notre business model à toutes les boîtes que j'ai citées dernièrement. Mais la passion, il a fallu. Quand j'ai commencé, j'ai tout lâché. J'avais deux enfants. En 99, j'ai tout lâché mon business et j'avais deux enfants. Il fallait croire, je me suis balancé. Donc c'est pour ça, ça c'est juste un petit message à ceux qui pensent que on est arrivé dans des entrepôts de 4000 mètres comme ça. Non, non. Hmm. On a commencé dans un garage de 10 mètres, tu sortais la voiture et tu faisais ton business à l'intérieur. Ça, c'est la Hmm. réalité. Donc le rêve, il existe toujours. Il y a toujours une opportunité qui se lève pour ceux qui n'ont pas peur de faire plus que 35 heures. C'est le problème. Donc Hmm. voilà. Mais Mais pour ça, faut la passion, cas, justement. il faut la passion et Hmm. l'envie. Il faut la passion et l'envie, parce que la passion, si tu veux de la passion, tu l'as sur le vélo. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on vend une référence. Moi, quand je vends le pétrole, ça pourrait être une bouteille de coca. Alors ça pourrait être une bouteille de boisson rafraîchissante. Alors, Le pour seul le truc, c'est pétrole, on qu'aujourd'hui, précise quand même que le pétrole, pardon, Momo, mais pétrole, c'est un modèle de vélo que tu commercialises et qui est un modèle d'enduro, c'est ça? Hmm. tout à fait, voilà. Hmm. Donc, non, non, mais je pourrais, enfin, quand on vend un produit, aujourd'hui, on vend une référence. Mais heureusement que nous, au travers de ce qu'on voit à l'écran, on voit un outil de rêve, Hmm. mais ça reste du business. C'est-à-dire que Bien c'est sûr. une unité qui vaut tant d'argent, voilà, sur lequel on doit faire tant de marge, on doit l'envoyer. C'est à la différence que quand tu envoies une machine à laver, tu tripes un peu moins quand tu as une machine à laver dans les mains qu'un vélo. C'est sûr. Mais ce que je trouve génial d'ailleurs dans ce business, dans cette industrie aussi, c'est que quand on va sur des événements type Eurobike, Rock d'Azur, même Pro Days, Vélo Vert Festival, etc., on n'est quand même pas. Enfin, j'ai fait des salons, moi, parfois, hein, des salons ou des trucs industriels, pas très marrants, quoi. Et quand on arrive quand même sur un salon type Rock d'Azur ou Eurobike, Pro Days, encore une fois, on est sur des salons où les gens sont là pour la passion. Les gens sont là pour pratiquer une activité extérieure qui est une activité de loisir. On n'est pas là pour dire qu'on bosse sur le nucléaire et que, j'en sais rien, on va vendre de l'hydrogène Non, non, mais vert, quoi. je suis entièrement d'accord avec toi. Aujourd'hui, c'est une chance, et c'est vrai on est souvent envié. Alors après, j'ai aussi moi la problématique de recrutement, on l'a tous, hein, puisqu'on a discuté Hmm. avec Fred Lowe. Le problème, c'est que souvent, on a des mecs qui viennent, qui t'envoient un CV et dans leur tête, ils voient que les derniers trucs que tu as fait, tu sais, le sujet quand tu es au fin fond de Taïwan, au fin fond du machin et tout. Pour eux, c'est ça. Mais non, on a des CRM, on a des analyses, on fait des statistiques de vente. C'est pareil. Et ça se passe toujours derrière un Hmm. bureau, sauf effectivement, entre midi et deux, on enfourche les machines et on va rider. Mais c'est une industrie, c'est 3 milliards 500 millions de têtes cette année. Donc c'est une industrie comme toute industrie.
mais c'est sûr que c'est plus passionnant. Hmm. Alors, parlons des sujets qui sont peut-être un tout petit peu moins marrants. Enfin voilà, moins marrants carrément pour certains. Donc la situation actuelle en termes de stock, en termes de trésor, d'inflation, enfin, est-ce que tu peux me dire, sans forcément me donner tous les détails, mais comment toi tu vois ça? Comment tu vois cette situation? Comment est-ce que ça t'affecte? Comment ça affecte ta boîte? Et voilà, comment tu vois la sortie et la suite? Donc, alors, déjà, comment je vois aujourd'hui, on pourrait faire de la langue de bois en disant, tu comprends, moi, ça ne me concerne pas, nanani, nanana, ça, c'est du pipeau. Aujourd'hui, bah, tu sais que je communique beaucoup avec mes concurrents et amis Hmm. parce que ça nous rassure. On a besoin aussi de se rassurer. On est tous dans des situations très compliquées, c'est-à-dire que on a des cash flows qui sont bloqués parce qu'on a trop acheté. Les magasins ont trop acheté. Donc nous, derrière, on a beaucoup trop acheté et on se retrouve dans des situations avec des stocks, je te dirais, incroyables. Hmm. Et donc la sortie, il y a une sortie. Là, on voit bien qu'il y a une relance. Là, on sent bien le truc. Nous, on est en rupture sur pas mal de produits chez Transition. Parce que ben, inflation, certes, la retraite, tous ces trucs-là, mais on a quand même besoin de se libérer. On a besoin donc aujourd'hui la sortie, il va y avoir sortie. Malheureusement, ça sera dans une vingtaine de mois. Mhm. Le temps que tout le monde ben, balance les stocks à droite à gauche, remiser, ce qui est très bien pour le consommateur final, mais qui, par la force des choses, va faire tomber les boîtes. Mort large en Angleterre il y a 15 jours, Planet X la semaine dernière. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des boîtes malheureusement qui vont tomber parce qu'elles n'auront pas les épaules assez larges. Et là, ça sera une grande tristesse parce que derrière, il y a des familles. C'est pas juste, il y a toutes les légendes qu'on peut avoir sur les mecs se gavent, les vélos sont trop chers, mais c'est des mecs qui se gavent et tout. Il y a derrière, si on devait se gaver autant, ben, il y aura malheureusement pas de autant de dépôts de bilan. Donc il faut qu'on sorte vainqueur de cette guérilla économique. On en sortira. Par contre, malheureusement, il va y avoir de la casse. Hmm. Donc, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que l'industrie française, enfin les distributeurs que tu connais, qui sont tes concurrents, tes confrères, vous échangez parce que du coup, c'est une période qui est difficile pour tout le monde. Euh, tu sens que justement, tu as cette espèce de notion de fraternité, on est tous dans le même bateau et du coup, on s'entraide et puis je sais pas, on se donne des tips. Enfin, comment ça se passe les interactions justement Donc, les interactions, elles sont assez rigolotes ou pas, tu vois. Ce matin, si tu veux, ce matin, donc sans citer personne, j'ai appris qu'on essayait de me voler une carte. Alors, c'est quand même, ça a toujours été, si tu veux, c'est très usuel. C'est juste que il y a des boîtes qui ont de la déontologie et tu en as d'autres qui te mettent des coups de couteau dans le dos. Malheureusement, ces gens-là, bah, ils font pas de vieux os parce que. Mais non, non, c'est la guérilla. C'est une guérilla actuellement, c'est une guérilla urbaine. Il y a ceux qui se respectent et qui ont ce qu'on appelle chez nous la figure. Pas perdre la figure, chez nous, c'est vraiment quelque chose d'important. Et tu as t'as ceux qui en ont pas. Qui en ont pas et qui, au détour de discussions avec tes fournisseurs, promettent aux fournisseurs qui vont faire bien sûr deux fois plus. Heureusement, les fournisseurs sont pas idiots si tu veux, ils connaissent les historiques. Non, non, il y a pas beaucoup de mauvais, mais des coups de surin, il y en a. Alors après, si tu veux, les carcasses se sont faites, si tu veux. Là, ça fait depuis 99 que je suis dans le biz. Mais en tout cas, avec les gens que j'ai cités, j'ai aucun souci. Il y a un respect Hmm. mutuel et effectivement, on se donne des tips, on se donne des tips parce que ben, on sait très bien que certaines fois nos marques appellent le collègue
Et les marques du collègue nous appellent. Donc, à un moment, si on commence à jouer à ce jeu-là, il va y avoir que des perdants. Non, mais c'est un beau métier. C'est un beau métier avec de belles personnes, pas que, mais la majorité, il y a de belles personnes. Hmm. Et assez fier de faire partie de ce monde de ce monde pas du sport, pas qu'extrême, du sport en général. Hmm. Je trouve intéressant dans ce que tu dis, on a l'impression que cette période est en train d'assainir en quelque sorte l'industrie. Qu'est-ce que tu en penses? Le terme assainir, il est un peu dur parce que on peut certaines fois faire des erreurs techniques. Hmm. Tu sais qu'en France, on n'a surtout pas le droit de déposer bilan. Tu déposes le bilan, tu es le plus gros ringard que la Terre ait porté, alors qu'aux US, c'est une expérience de vie. Hmm. Tu vois? Donc, assainir, à un moment, ben, il faut gérer son business en père tranquille. C'est-à-dire que plutôt que flamber, si tu veux, avec les grosses Benz et les Roro, il faut peut-être mettre des sous de côté et attendre que, voilà, c'est juste des stratégies. On a tous des stratégies un peu différentes, mais disons que certaines fois, il y a des coups malheureux aussi. Tu as des boîtes, si tu veux, tu as des boîtes qui ont acheté de grosses quantités de produits et tout d'un coup, la marque fait défaut, la marque dépose et les mecs se retrouvent, si tu veux, avec du matos. Mais quand on sait que Hmm. quand le client est au courant que la marque a déposé, ils vont pas racheter le vélo. Ils ont peur, tu vois. Ouais. Et c'est comme ça. Moi, si tu veux, ce qui est en train de se passer, je suis vraiment pas du tout content parce que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a vraiment, quand tu fais les choses dans les règles de l'art, quand tu as la passion, quand tu fais la vraie promo de ton vélo, plutôt que dénigrer le vélo des autres, si tu veux, ben, il est plus important de mettre l'énergie, si tu veux, à promouvoir tes produits que mettre l'énergie à essayer de démonter le copain à côté. Après, c'est chacun sa philosophie, mais malheureusement, pour en revenir, il y a des boîtes qui vont tomber. Ça me peine parce que derrière, quand je vois l'énergie qu'on met malheureusement, on dépend de nos familles. Parce que tu peux pas être au four à moulin, tu peux pas être le soir encore à 8 heures sur ta bécane, les week-ends, sur les events. Mais en gros, il nous faut encore, pour en revenir, il nous faut 20 mois. Il 20 nous mois. faut un petit 20 mois. Hmm. Et donc, on va s'en sortir, on va sortir Hmm. grandi, on va sortir. Il y aura effectivement une forme d'épuration, de nettoyage, ce qui est un peu, Hmm. les termes sont un peu extrêmes. Ouais. Euh, mais là, on a le vent en poupe, en tout cas, le vélo a le vent en poupe. Hmm. Qu'est-ce qui, on a le vent en poupe et il nous faut 20 mois, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire en attendant? Ou est-ce qu'il faut juste, entre guillemets, juste serrer les fesses, quoi? Alors, serrer les fesses ou faire le dos. C'est toi qui vois. Donc, le truc, c'est qu'aujourd'hui, ben, on n'a pas vraiment le choix. On continue, les magasins continuent à vendre du matos. Ça a bien ralenti. Cette bulle, on en a parlé. Je suis très ami avec André Guetem, patron de Shimano, et Gilles Lapierre. Hmm. Et on a eu un repas sorti Covid, si tu veux, où on sait très bien qu'on s'est tous énervés. On sait très bien que il n'y a pas 50% des Français qui allaient monter sur des vélos et qui allaient rider sous la pluie pour aller au travail. Ça, c'était du pipeau, on le savait très bien. Après, quand il y a la demande, tu refuses pas la demande. Hmm. C'est donc c'est notre faute. On n'a pas été assez lucide. On n'a pas été assez lucide. Là maintenant, ben, on doit attendre. On doit attendre. On doit faire en sorte que que le marché sorte des produits. Les produits vont sortir encore une fois à un prix très attractif pour le consommateur final, ce qui est très bien. Pour nous, il va y avoir un peu de casse. Il va y avoir un peu de casse et c'est vrai qu'on fait très attention aux dépenses, pas tout ça. Hmm. Mais alors j'avais posé cette question à un autre invité avant toi, mais est-ce qu'on peut véritablement se blâmer les uns les autres pour avoir été optimiste et y avoir cru dans ce grand jour du vélo qui nous était promis, qui était annoncé à la sortie du Covid? Alors oui, il y a eu de l'euphorie, oui, il y a eu beaucoup plus, enfin tout le monde s'est excité, mais
Est-ce que finalement, on peut pas se dire, non, mais oui, on y a cru parce qu'enfin, il y avait quelque chose qui était en train de se passer autour du vélo. Disons que je pense qu'on pouvait espérer des progressions de 15%, 20%, mais on ne pouvait pas espérer des progressions de 30, 40, 50%. C'était pas possible. En gros, quoi? Il se passe un truc. Si tu veux, tu as le Covid, on est tous enfermés chez nous et tout d'un coup, ça y est, on est tous des riders. On est tous des riders urbains, de vélo de route et de VTT. Ça y est, on se découvre le fait de rester confiné, on se découvre une passion. Alors, pas vraiment, Ça a mais suscité des pardon mon mot, mais pas vraiment. Mais le vélo, à ce moment-là, faut quand même bien se rappeler que c'était quand même le seul moyen, presque quasi le seul moyen de déplacement qui nous permettait d'éviter de prendre le bus, de prendre le métro, pour ceux qui en ont, et que globalement, c'était c'était ce truc-là qui permettait d'être dehors, de respirer, de faire de l'exercice physique. Enfin, c'était un peu. Effectivement, tout le monde s'est un peu euh, excité sur le vélo parce que c'était le moyen de déplacement le plus sain et meilleur pour la santé. mais par contre, il faut quand même ne pas se voiler la face. À un certain moment, toi, Antoine, tu n'habites pas centre, je crois. C'est difficile le matin de prendre son vélo quand il fait une drache comme ça et se faire 30 bornes sur la pluie. Il faut être vraiment passionné. Ça veut dire qu'à un certain moment, oui, on a tous eu envie de grands espaces. Hmm. Euh, mais à un moment, quand j'ai vu les progressions des vélos électriques, tu te dis que à un certain moment, voilà. Donc, et il s'avère, ce qui s'est passé, c'est que les gens qui ont commandé les vélos n'ont pas été les chercher. C'est ça le problème de fond. D'accord. Donc, donc voilà, après, oui, on est en pleine progression. Oui, le vélo prend une part importante. Nos élus nous sollicitent pour création d'événements. Il y a Méa Vélo, on est en plein dedans. Mais non, c'était pas lucide. Hmm. On ne pouvait pas, on le savait tous. On le savait tous. Après, c'est comme ça. L'humain, il est comme ça. Il en veut toujours plus, quoi qu'il arrive. Et une entreprise doit Hmm. progresser. Si tu avances pas, tu recules. Si tu recules, tu meurs. Donc voilà. Ah. Euh, et donc, si on revient sur le consommateur, a priori, lui, ça va être tout bon pour lui, puisque donc il y a un niveau de stock qui est assez important. D'ailleurs, niveau de stock qui est important, est-ce qu'on arrive à avoir une idée du volume de stock qu'ont les marques? Je précise. Il y a eu un post sur LinkedIn là, il y a quelques jours qui était assez intéressant à ce sujet, dont je ne me rappelle plus l'auteur, pardon, mais ce post disait, bah, en gros, tout le monde joue son petit jeu de poker là, à un peu planquer ses cartes et à se dire, non, mais moi je vais pas te dire combien j'ai de stock parce que, en gros, tu vas deviner que c'est un petit peu chaud pour moi. Est-ce que tu ressens ça toi aussi de ton côté? T'es comment? Après, moi, mes amis de l'industrie, on se raconte pas l'histoire. On sait très bien qu'aujourd'hui, on a 30 à 40% de stock en plus de ce qu'on devrait avoir. Ça, c'est une réalité. Donc, après ça, après, il y a ceux effectivement qui jouent la stratégie, mais ces gens-là peuvent leurrer que les débutants. Si tu veux, tu sais très bien combien de cadres. Tu sais, moi, j'arrive de Taïwan. Je suis très très proche, si tu veux, des gars comme KS. KS, donc tu sais que c'est Hmm. la première montre de tiges de sel. Tu sais combien de tiges de sel ont été faits avant Covid, milieu Covid et après Covid. Donc tu sais très bien que voilà. Et puis on ne va pas. Enfin, vous avez bien vu ce qui se passe chez nos amis Pure Player. Il y a de belles remises. Donc, non, tout le monde est très stocké. Après, s'il faut rentrer dans la norme en disant ah non, non, moi, ça va très bien, pas pour moi. Pas pour moi. Moi, j'ai rien à cacher. Je dois rien à personne. J'ai rien à cacher. Donc, je peux parler librement de la situation. Malheureusement, les gens qui n'ont pas les reins assez solides
vont tomber. C'est un fait et c'est une grande tristesse parce que moi, je ne fais pas de mal à mes concurrents. C'est juste que s'il y a de la concurrence, ça stimule. Et voilà, il faut juste avoir le bon produit au bon moment et bien le marketer. Et à partir de là, tu vends tes produits. Mais Hmm. oui, enfin, tout le monde sait enfin, tout le monde sait qu'on est surstocké. Hmm. Ok. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça peut changer par rapport à avant? Qu'est-ce que ça peut changer justement cette situation qu'on est en train de vivre, qui est assez inédite? Comment l'industrie va s'en sortir? Comment est-ce qu'elle va grandir? Comment est-ce qu'elle va apprendre? Et voilà, qu'est-ce qui va... Je pense que l'industrie, voilà, elle va essayer de rationaliser. Aujourd'hui, on va revenir à un pseudo-flux tendu, c'est-à-dire qu'à un certain moment, on va être sur des stocks millimétrés et on va créer de la rupture dans le Hmm. futur. Dans le futur, ça veut dire qu'on va revenir à des stocks qui seront normaux, basés sur les objectifs qu'on s'est donnés, mais ça va être carré. Et on va créer de la rupture par la force des choses, parce qu'on va plus vouloir revivre cette situation. Et c'est juste qu'aujourd'hui, il y a les marques de vélos, mais avant d'acheter un vélo, une pièce, tout ça, il y a des banquiers. Hmm. Et les banquiers, maintenant, ils regardent et ils te mettent des annotations, la Banque de France, et ils te disent, toi, tu es gentil, toi, tu n'es pas gentil. Donc, ça veut dire qu'à un certain moment, si tu as trop de stock, chiffre d'affaires qui n'est pas trop important, trop de stock, tout ça, la Banque de France va te donner une mauvaise annotation et puis on ne te suivra plus. Donc, c'est pour ça que là, pour l'instant, ils vont nous laisser tranquilles pendant un petit moment. Pendant 2 ans, ils vont nous laisser tranquilles, histoire que tout se... Et à partir de là, les règles du jeu vont revenir sur la table et il faudra être très très bon gestionnaire. Mais moi, je vois dans le futur quand même une gestion, enfin en tout cas pour ma part, ça sera ça, une gestion en bon père tranquille, si tu veux, de mon business, se donner des objectifs, des progressions à 5, 10 points, qui sont des progressions très honnêtes. Voilà. Mais c'est ce qu'on va tous devenir, des bons pères tranquilles, enfin je Hmm. l'espère, hein, de façon qui est pas trop de matos et qui est parce que qui dit trop de matos dit problème d'écologie aussi. Enfin, il y a tous ces trucs-là, problème de transport, c'est vraiment. Donc, je pense que dans 2 ans, on en reparle, mais que toi, ce sera l'occasion déjà de prendre un rendez-vous pour dans 2 ans, voir si j'ai dit des bêtises ou pas. C'est possible. Mais c'est ma vision des choses. Elle est ce qu'elle est. Hmm. On parlait matos. Justement, c'est un sujet qui m'intéresse aussi, puisque tu as du matos, tu en as vu passer et tu en vois toujours passer beaucoup. Qu'est-ce qui te frappe aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui te frappe dans les produits que tu vois passer aujourd'hui? Que ce soit sur des gammes VTT, sur des produits, des accessoires, des composants, des protections. Est-ce qu'il y a des trucs où tu te dis, non, mais attendez les gars, enfin c'est quoi, c'est quoi ce délire? Ou je sais pas, est-ce qu'il y a des trucs, On a tendance à réinventer le vélo. Tu sais très bien que Vincent Ranchou, je pense dans les années 2010-2012, sort un sujet sur des mecs à Paris qui sautaient avec des vélos en 1940. Enfin, 40, je dis 40, c'est peut-être 42, 45, et qui sautaient les bosses avec des vélos de ville. Mais donc, en fait, compte, ces mecs-là, et Vincent avait dit, mais attendez, le VTT, il est né en France, les gars. Il est pas né, si tu veux, comment ça s'appelle, au derrière Mont-à-Maltais, Montamalpais, tu vois. Marine Conti? Et donc, voilà. Et donc, si tu veux, on se réinvente. Là, on a inventé un vélo, a priori, avec des petits crampons et des guidons tordus. C'était un peu ces vélos qui, dans les années 1900, je pense que c'est avant-guerre, où les vélos de route, le premier Tour de France, c'était fait sur du gravier, Hmm. gravier, gravel. Donc on réinvente tout le temps des choses. Et donc maintenant, le gravel va être muni d'une fourche à suspension et d'une tige à suspension télescopique et à suspension. Mais est-ce que c'est pas un VTT avec un guidon tourné, ça? Voilà. Alors après, j'ai essayé, donc je te dirais que c'est quand même un poil différent.
Mm. Mais disons qu'on réinvente, on est tout le temps en train de réinventer le sport. Là maintenant, à Caen, la roue 26 devant et la 29 derrière. On a tout essayé maintenant, on est parti comme ça, comme ça, comme ça. Donc là maintenant, on va essayer ça. Et je pense on est vraiment ambitieux. Le vélo, on est super créatif. Des fois, peut-être un peu trop. Ce qui fait que les vélos sont si chers, c'est qu'il y a beaucoup de développement. Mm. On est sur le poids, le poids, le poids, le poids. Pour moi, malheureusement, et je vais me faire critiquer, on va dire, mais lui, pour moi, les vélos sont trop chers. Pour moi, les vélos sont trop chers. Il y en a qui vont me dire, mais t'as qu'à les baisser. Oui, mais j'ai une société à faire vivre. J'ai des gens comme vous à faire enfin, vivre. J'ai des gens à payer. Mm. Et c'est amusant parce que dans le loisir, autant on peut concevoir le mec qui travaille pas dans l'industrie du vélo va concevoir que son produit à lui est cher. Et par contre, il ne va pas concevoir que le produit que tu lui vends est cher. Donc mais n'empêche qu'on a dépassé quand même des limites qui, pour moi, me semblent inacceptables. On a dépassé la barre des 10 000 euros. Pour moi, les vélos sont trop chers. Bah, même les 15, quand tu regardes, voilà, Non, c'est des très beaux vélos, hein, les SPS Works, les Levo SL. Ouais, c'est 15 000 balles. 15 000 balles avec des suspensions électroniques. L'inflation n'a pas non plus aidé. L'utilisation du carbone dans tous les sens, au niveau des roues, des guidons, du cadre et tout ça, n'a pas aidé non plus. Euh, Est-ce que toi, tu vois un prix justement par rapport à ça? C'est quoi le prix, je sais pas, acceptable? Justement, bah, parlons de Santa. Santa, t'as l'impression que t'as pas un vélo à moins de 9 000 euros, si tu veux un montage à peu près correct. moi, moi, le prix acceptable, il est très clair dans ma tête, hein. Et encore une fois, je vais avoir des détracteurs, mais là, je parle comme je le sens, comme je l'entends. Aujourd'hui, le prix d'un vélo, c'est 5 000 euros et 7 000 euros pour un haut de gamme. Hmm. Si tu veux, à un moment, tu ne peux pas être presque au salaire annuel de mec au SMIC. C'est pas acceptable. Si tu veux, quand tu prends le mec, il a travaillé presque une année pour acheter son vélo. C'est pas acceptable. Encore une fois, oui, je suis dans le système, oui, je vends des vélos très chers, mais n'empêche que je trouve que c'est pas acceptable. Hmm. Ouais. Si on parle un C'est pas peu... facile. Pardon, vas-y. Moi, non, non, c'est pas facile en fait de compte Hmm. d'être dans cette situation parce on est tous des passionnés et c'est vrai que j'aimerais ben, voir tout le monde sur du beau matos. Alors après, le matos, doucement, doucement, va se démocratiser. Au plus on va être de riders, au plus il va y avoir d'unités produits, au plus effectivement le produit va devenir moins cher. Ce qui Hmm. fait que nos produits sont chers, c'est que on produit pas beaucoup par rapport à des industries de la moto et de la voiture. Oui. C'est ça. Oui. Donc c'est vrai que quand on a des gens qui comparent, on va dire presque à juste titre, des motos d'enduro, des motos de cross qui coûtent bah, 6 ou 7 000 euros et qu'en face on met un vélo à 12, 15 000 euros, c'est difficile à comprendre pour des non passionnés, voire même pour des passionnés, voire même pour des gens du métier comme toi et moi. Euh, L'inflation y est quand même un peu pour quelque chose, mais pas que. C'est quoi pour toi Non, qu'est-ce ce qui qui pour s'est toi a passé, c'est joué? ce qui a joué, il y a eu cette pandémie qui, donc, on a tous voulu produire. Et en fin de compte, ben, il s'est passé un phénomène. J'ai pas. Donc, comme j'ai pas, ben, le peu que j'ai, je vais le vendre plus cher. Et c'est ce qui s'est passé. C'est que ben, c'est du gamble. Tu vois, les mecs, ils ont joué là-dessus. Je pense que c'est ça. Et ben, tu sais, il y a toujours un truc qui me fait rigoler, c'est l'Ukraine. Des fois, on va te dire que l'eau est bien, pour ne pas la citer, elle est plus chère parce que le moindre sujet aujourd'hui, on va te parler du Covid, on va te parler de l'Ukraine. Et à un moment, il faut relativiser. C'est juste qu'à un certain moment, tu donnes l'opportunité à des gars, quand il n'y a pas beaucoup de produits, que ce soit des fruits et légumes, il n'y a pas beaucoup de produits, ton fruit et légumes, ils montent. Pourquoi ils montent?
Tout simplement parce que le mec, il n'y en a pas beaucoup. Ceux qui vont vouloir l'avoir, ils vont payer plus cher. Et c'est ça, c'est juste que en fait, quand les fabricants, à un certain moment, ben, ils ont vu qu'il y avait une grosse demande et qu'ils ne pouvaient pas produire. Donc ils se sont dit, ben, on va proposer plus cher et ça va être celui qui est prêt à payer plus cher. Voilà ce qui s'est passé, je pense. Alors après, est-ce que je suis dans le non? Enfin, en tout cas, on peut pas justifier. On a eu des coûts. Le coût du container, ça faut le savoir, il était 5 000 euros. Hmm. Il est monté à 15 000, enfin 5 000 dollars, il est monté à 15 000 dollars. De quoi on parle? On est Hmm. en train de parler d'un bateau qui fait Chine-Marseille et pendant la pandémie, il fait Chine-Marseille. Et c'est la pandémie qui fait que, non, c'est que il y a des profiteurs, il y a de vrais profiteurs et je trouve ça indécent, mais on n'a pas eu le choix. On a pris le chéquier et malheureusement, il y a une répercussion, tac, 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 Hmm. tac, tac, et ça monte. Et on va pas refaire le monde. Hmm. On va pas refaire le monde. Les gens qui ont de l'argent en veulent plus. Et voilà. Hmm. Mais encore une fois, je donne le bâton pour me faire battre, hein. Je fais partie de ces mecs-là. Je veux toujours faire plus de chiffres d'affaires. Je veux, mais, parce on me donne pas le choix. On a toujours le choix de tout. Le problème, c'est que dans le business, si tu n'avances pas, tu recules. Et si tu recules, tu meurs. Ouais. Euh, Voilà. si on revient sur les produits qui t'ont marqué, tu nous as parlé des produits qui t'ont marqué on va dire dans un sens un tout petit peu plus négatif, à savoir la hausse des prix. Qu'est-ce qui t'emballe, toi, aujourd'hui, dans les tendances? Qu'est-ce qui, quel produit tu vois en te disant, waouh, ça c'est trop cool. Voilà, si tu veux, enfin, là j'ai dans aussi, si tu veux, donc là je suis passé à l'élec. Et en fait, compte, je suis en train de vivre un truc un peu incroyable. C'est que ben, j'avais à l'époque un vélo à 16 kilos musculaire, Mhm. que je trouvais top parce qu'il était léger, il était ci, il était là. Génial. Après, ben, je prends un e-bike à 25 kilos. Et doucement, après, j'en prends un à 19. J'en prends un à 17. Et là, je viens de rouler un vélo à 15,5. Et je me dis, merde, mais c'est quoi ce feeling? Attends, je me rappelle d'un feeling, d'un truc comme ça, mais c'était juste le vélo que je roulais il y a 20 ans, qui faisait 16 kilos, et c'est juste ça. C'est juste, en fait, quand l'évolution, elle est simple, on va avoir à terme le même poids du vélo qu'on avait il y a 20 ans, sauf qu'il y aura un moteur à l'intérieur et une batterie. Et, c'est bluffant. C'est bluffant. Là, les dernières générations de vélos, là, pour ne pas le citer, le Hot Wheels 275 est bluffant. Hot Wheels 275 Donc, qu'on a vu, n'est-ce pas, pour ceux qui ont suivi, qu'on a vu à Riva, hein, et que j'ai présenté d'ailleurs dans une de mes vidéos, que je vous invite à aller voir, dont je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Effectivement, super concept. Enfin, c'est plus qu'un concept, c'est un produit qui est commercialisé. Pour rappel, donc ce fameux Hot Wheels 275, le principe c'est d'avoir une batterie de 275 Wh avec un moteur de 250, donc qui est un vélo en carbone qui pèse donc 15,5 kg et avec le petit détail que j'ai d'ailleurs oublié de mentionner dans la vidéo, qui est ce petit boost de 360 watts, c'est ça? Ce petit boost de 360 qui fait que en appuyant cette espèce de petit levier sur le guidon, voilà, eh bien, on a cette assistance qui va durer 30 secondes? à peu près l'équivalent de ouais, 30 à Ouais, 35 ok, secondes. En fait, 30-35 c'est secondes. vraiment pour le coup de cul. Bam, Ouais. t'as un coup de cul, tu descends et tu montes. Et honnêtement, étant pas en canne en ce moment de par mes blessures, je me suis vu faire des trucs, 27 bornes, 27 bornes, 1000 positifs, et il me restait encore 5 barres. Et là, tu te dis, oh gars, mais t'as pas les cannes, Hmm. t'es quand même monté sur les monts du Vaucluse, et tu te dis, merde, il y a un truc. Il y a un truc, c'est-à-dire qu'en gros, on a réussi à trouver du rendement Hmm. et une petite assistance, parce que c'est ce qu'on a tous besoin. On a tous besoin, le soir, tu vois, il fait pas beau, tu es fatigué et tout. Tu te dis, si tu prends un muscu, tu dis, putain, je vais dérouiller.
Alors que si tu prends un élec, mais non, non, l'élec, merci à l'élec, parce qu'il nous a ouvert aussi beaucoup de portes. Il a ouvert à des anciens sportifs ou à des nouveaux sportifs, des gens qui faisaient pas de sport, l'accessibilité. Des fois un peu trop, parce que maintenant les spots sont un peu trop accessibles, mais à un certain moment, on a ouvert le sport, on a montré effectivement quel était notre sport, quelle est notre passion, et je trouve ça génial. Hmm. Et quand on t'écoute, et puis aussi quand on essaye ce type de produit, on a l'impression que c'est quand même vraiment le produit miracle et que globalement, ça joint, il y a, enfin, c'est le meilleur des deux mondes finalement. C'est un vélo léger, dont on oublie un petit peu l'assistance, qui nous permet quand même de pédaler quand on a envie et qui nous donne de l'assistance quand on n'est pas trop en canne. Finalement, quelle est la place dans, je sais pas, dans 5 ans ou 10 ans, quelle est la place du vélo qu'on appelle musculaire aujourd'hui? Est-ce que finalement, le vélo de demain, dans 5 ou 10 ans, ce sera un vélo qui aura la capacité d'avoir un moteur et une batterie et qu'on pourra enlever éventuellement, ou qu'on oubliera complètement? Comment tu vois cette évolution et la place de l'électrique versus le musculaire? J'ai pas besoin d'aller, tu vois, Antoine, j'ai pas besoin d'aller à 10 ans. Hmm. Là, je reçois la semaine prochaine le relais de transition, qui est un vélo électrique, auquel j'enlève la batterie. Tac, tac, je la pose, je remets le cache, je vais rider. Hmm. Je garde le moteur, certes, mais j'ai pas la batterie. C'est un Je vais Phasua, le rider, moteur? Ouais. je fais du bypass, bim bam boum. Je rentre à la maison, je reviens en Provence. Bim, je remets la batterie et je fais de l'élec. Donc là, ça y est, on a mis le doigt dedans. Il y aura effectivement un passage où à un moment, on va pouvoir enlever le moteur et la batterie. Ça, c'est effectivement dans un peu moins de 10 ans. Donc avec un système qu'on va adapter ou un système par courroie qu'on va adapter sur le moyeu arrière et qu'on va enlever et qu'on va poser. Donc ça c'est le futur. Ça, c'est le futur. Après, le musculaire, je fais de la route, je fais de la route et j'ai besoin de sentir un peu cet effort. L'effort sur route est beaucoup moins violent que l'effort en VTT. Hmm. Quand il y a un coup de cul comme ça, tu t'arraches alors qu'en route, si tu veux, même quand tu montes le Ventoux, si tu veux, tu vois, tu vas doucement. Et en tout cas, je pense, j'ai pas envie de passer sur de l'élec en route, mais en VTT, c'est que du plaisir. Le soir après le boulot, quand tu es vraiment fatigué, tu prends ton truc et moi je rentre, tu vois, j'ai Hmm. 12 bornes pour rentrer, je me fais passif et c'est que du bonheur. C'est intéressant ce que tu dis. Tu dis, j'ai pas envie de passer à l'élec en route, mais est-ce que tu avais vraiment envie de passer à l'élec en VTT? Bah, avant, j'y pensais pas. Après, enfin, moi, c'est un peu différent. Je dis, c'est suite à des blessures. Ouais. J'ai 4 hernies discales. Donc, le truc, c'est quand tu forces trop, à chaque fois, je me bloque les cervicales. Mais le truc, c'est que si j'avais pas ces problématiques de cervicales, je serais jamais passé. Par contre, en élec, je roule, moi, si tu veux, si on parle de l'EP8, je roule, si tu veux, moi, au minimum. Je règle l'avantage de l'EP8, c'est que tu peux régler ta level 1, level Hmm. 2, tu peux régler le premier level et tu règles le minimum. Ouais. C'est-à-dire que je roule au minimum parce que déjà, par correction avec les mecs qui roulent en muscu avec moi, déjà je me mets derrière, ça c'est la base. Hmm. L'idée, c'est d'avoir un minimum de fond qui te permet quand même de tenir sur un vélo. Parce que enfin, par chez nous, comme tu sais, il y a un peu d'école. Si tu prends ton vélo de route et que tu n'as pas un truc, bah, tu montes pas. Et là, donc, non, non, mais après, moi, ça me va. Ça me va. On a ouvert notre passion, on a ouvert nos chemins à des gars qui n'avaient pas le physique, quand tu regardes bah, chez nous le Luberon ou les Monts du Vaucluse, tu dis, oh, c'est haut ça. Et en fait, compte, il y a des gens qui ont été touchés l'antenne, ce qu'on appelle pas l'antenne de chez nous. Et, euh, et tu te dis, et les mecs, on banane et on parle de la même passion. Hmm. Et non, c'est un super sport. Après, l'adrénaline enfin, que tu connais sur, enfin,
En tout cas, autant que moi, j'allais dire plus que moi, mais cette adrénaline, on en a besoin. Et même, tu es un peu plus jeune, même à 55 balais, j'ai quand même besoin de mes doses d'adrénaline. Et l'avantage de notre sport, c'est que l'adrénaline, tu l'as sur un drop de 50 centimètres Hmm. ou sur un drop de 10 mètres, c'est en fonction de ton truc, mais l'adrénaline est la même. Ouais, puis je dirais même que tu Il vois y a sur la photo qui est derrière toi, enfin, je pense qu'il y a des gens qui ont de l'adrénaline quand ils descendent ça, quoi. ouais, Et c'est ça qui est génial aussi, c'est que grâce au VTT, on peut parcourir des environnements, des destinations, le vélo de route aussi, à un autre niveau, mais les sensations, elles viennent assez rapidement, facilement, quoi. Euh, Momo, tu voulais il y a des sujets dont tu voulais nous parler là, que tu m'as parlé un petit peu au début. C'était quoi? Rappelle-nous. des sujets. Donc, alors, tu sais, le problème, c'est que je parle beaucoup. Donc, je parle Bien beaucoup, sûr. après, j'oublie les noms. En gros, moi, c'est aujourd'hui, voilà, le message que je peux faire passer à tout le monde, Hmm. c'est que le rêve existe. On a tous des rêves. Et ça, pour ma part, pour la part de Fred Glo, puisqu'on a commencé ensemble avec le même designer, notre ami qui est parti, Alain Olivier. On était juste des passionnés et on a eu un peu de courage, mais c'est accessible. C'est Hmm. accessible et ce que je dis encore, donc on a eu la chance d'avoir Kylian Bron la semaine dernière qui nous a présenté donc son prochain film en avant-première et on avait tout notre club le VTT Luberon et ce que je disais un peu à tout le monde, c'est que le sport c'est un ascenseur social. Tu as beau être des quartiers, tu as beau être de la montagne, de la vie, de tout ce que tu veux, si tu as envie, tu peux réussir. Et c'est juste ça, c'est juste des messages comme ça que j'ai Hmm. envie de faire passer parce que c'est possible et on est, Fred, moi et sûrement d'autres, on est vraiment, on le prouve, c'est possible. Hmm. C'est juste qu'en France, on a l'impression que tout est impossible. Non, non, avec de l'envie, un peu plus que 35 heures, ça je dois le dire. Et voilà, et puis moi, ce que j'aime en fait compte dans ce métier et dans ce sport, c'est les rencontres. Hmm. C'est rencontrer, discuter. Tu vois bien, tu es un homme de communication. C'est quand même super, super cool quand un mec vient te voir. Ah, putain, c'est bien, ce que tu fais, c'est cool et tout. Moi, j'ai ça comme projet et tout. Tu discutes avec le mec, tu donnes deux ou trois conseils et tout, qui aideront ou pas. Hmm. Mais en tout cas, on a des rêves, mais il faut putain d'y croire parce que moi, je suis là dans un de mes bureaux et voilà, on a une belle petite société et pourtant, je me rappelle 14 ans sur mon BMX, la gueule par terre d'ailleurs, c'est j'avais déjà commencé à me faire un bon petit coup trop mal. Et, euh, et donc oui, ah oui, donc oui, je sais où tu veux me mener. Voilà, c'est que à 14 ans, si tu veux, donc je fais une petite accélération sur le boulevard national, ma chaîne déraille et je fais un petit frontal, d'où l'importance du casque. Et bim, toute la tronche défoncée. Hmm. OK, jusque-là, c'est arrivé à tout le monde. Sauf qu'il y avait une course de BMX, j'ai pas pu y participer, je vais quand même en tant que spectateur. Et donc voilà, donc après, il y a le championnat de France, je me qualifie, je fais 4 au championnat de France, qui était qualificatif pour les championnats d'Europe à Birmingham en BMX. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, va savoir pourquoi un mec de Provence se retrouve avec un mec de Nantes. Ce fameux mec de Nantes n'était que Xavier Rodois, Hmm. 4 fois vice-champion du monde. Il n'aime pas, non, 4 fois ou 2 fois vice-champion du monde. Il n'aime pas quand je dis ça, mais c'est la réalité. Et donc, je me retrouve dans le bus avec lui, avec deux de plus. Et ce mec-là, 10 ans après, me sponsorise avec Diamondback. Diamondback? Hmm. Me sponsorise avec Diamondback, ok, c'est bien. Après, il part dans l'industrie de la moto. Et il n'y a pas longtemps, il me donne la possibilité de rencontrer son directeur général. Et son directeur général devient investisseur dans mon entreprise 50 ans, enfin 30 ans, allez, on va dire 42 ans après. Elle est belle. Comme quoi, l'histoire est incroyable. L'histoire est incroyable et il faut rêver, les gars. Il Hmm. faut vraiment rêver.
Donc maintenant, on est à 14 ans. J'ai 14 ans, je suis dans un bus avec lui. Et maintenant, je suis dans un autre bus avec lui à 54 ans, voilà, 55 bientôt. Et Donc, je trouve ça super cool. J'aimerais que tu nous dises euh, si demain tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voulait vivre de sa passion dans le vélo ou qui voulait, euh, ouais, qui voudrait se lancer dans un business dans le vélo pour en vivre et ouais, vivre sa passion. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? bon, après, ça dépend, c'est différents business. Si c'est un Oui. business de pilote, si c'est un business de produits. Si c'est un business de produits, eh ben, tu commences gentiment. Par contre, tu n'as pas le choix. Tu crées ton produit, tu essaies de le faire le plus beau que tu peux faire. Par contre, tous les week-ends, qui est sur les champs de boss, sur les courses, à droite, à gauche. C'est ce qui a fait que on a pu implanter la marque Planetix, puis après la marque SB3, parce que tu sais qu'on a trois marques maison, SB3, Trix et Y2. Et on a mouillé grave, grave, grave le maillot. Et tu te rappelles, puisque toi, tu étais quand même t'es d'une génération, on a une dizaine d'années de différence. Le truc, c'est qu'on était sur tous les events, et toi, tu Mm. étais là aussi en tant que passionné. On était sur tous les events. Ça veut dire que 35 heures, on ne savait pas ce que c'était. On rechargeait le camion. Lundi, on était au Turbin, puisque voilà. Mais c'est vraiment possible. Vraiment, c'est vraiment possible. C'est juste qu'à un certain moment, et c'est l'envie. C'est l'envie. Et quand je vois toutes les startups, ben, il y en a qui excellent, il y en a qui ne fonctionnent pas. Mais c'est qu'à un moment, tu as un rêve et tu vas au bout. Après, dans le cadre, si tu es pilote, ça suffit pas de faire un beau whip ou de faire un beau flip. Il faut créer quelque chose qui est différent. Il faut apporter quelque chose de différent. Parce que des très bons riders, toi et moi, on peut en citer des centaines. Mm. Le seul truc, c'est que le bon rider, il faut qu'il fasse quelque chose. Tu vois, quand je prends l'exemple de Tom, pour qui j'ai beaucoup d'affection, Tom, maintenant, il est rappeur et rider. Oui, alors Thomas Lemoine. Mm. Ouais, Thomas Lemoine. Ouais. Kylian Bron, il est directeur de la, je sais pas comment on va appeler ça, c'est un excellent rider, mais Mm. par contre, c'est plus du vélo qui vend, c'est du rêve. Mm. Euh, Moi, j'ai eu la chance d'avoir donc les 20 élus de la communauté des communes du Pays d'Apt, qui ont un âge entre 50 et 70 ans. Ils sont restés pendant 1 heure et demie et ils se sont délectés de ces images. C'est de l'art, c'est plus du vélo, c'est de l'art. Mm. Mais par contre, ces gens-là ont réussi à mener notre sport. Et effectivement, on est dans le pseudo Ushuaïa de l'époque, mais Mm. avec de l'action derrière. Et soyez créatifs. Si c'est pour faire comme votre voisin, vous apporterez pas grand-chose. Soyez créatifs. Et voilà. Et, par contre, la règle, c'est le travail. Le travail, le travail, le respect, et puis voilà. Mais je pense que dans tous les cas, aujourd'hui, tous les gens que tu vois, alors nous c'est pareil, tu vois, tous les gens que tu vois, les Christian Taillefer, les Fabien Barrel, après, je vais te parler de très très grands, enfin, Nicolas Vouilloz, Steve Pitt, Greg Minard, si tu veux, c'est des mecs. Et après, ben, mon chouchou, mon vrai chouchou, c'est Loïc Greny, Mm. qui, lui, au détour d'un truc, il te voit sur un roc d'Azur, il y a des millions de fans, il vient te claquer le bisou, et là, tu dis, ouf, quelle éducation. Bien sûr. Et voilà, c'est j'en dirais autant pour Loris, hein, pour Loris Mm. Vergier, mais c'est vraiment, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Hmm. Je pense qu'on peut retenir de cet échange quand même le mot passion qui est revenu à plusieurs reprises et qu'on sent bien dans ce que tu dis. Moi, à titre perso, Momo, je voulais quand même te tirer mon chapeau, te rendre hommage parce que euh, tu fais partie de ces gens, je pense, comme Manu Medina qui m'ont vu je connais peu de personnes qui m'ont connu avant toi et avant Manu Medina. Je me souviens encore de cette méga avalanche de l'Alpe d'Huez
en 2000, non, en 99, un truc comme ça. Tu te rappelles du No Foot Flat Ball? Je m'en souviendrai toute ma vie de celui-là. Voilà. Tu t'en rappelles encore? Ah mais bien sûr, bien sûr. Premier, t'étais speaker sur la Mega Avalanche et il y avait une bosse et voilà, et je fais un no foot et je ratterris en no Après, foot. Voilà. c'est ce que peut-être ça fallait les gens. J'ai effectivement aussi une Ah ouais. petite carrière. Et donc, c'est vrai que, bon, je te connais, je te suis depuis longtemps, et des tartes dans la gueule, t'en as pris quelques-unes, on en a parlé, et t'es toujours là, t'es toujours en place, t'as toujours le sourire, t'as toujours la forme, et toujours cette même énergie, et franchement, ça fait plaisir de voir des monuments comme toi qui sont toujours en place, et voilà, c'est pas de la flagornerie, et c'est pas pour te flatter ou quoi, mais c'est vraiment, enfin, je trouve que c'est chouette dans une industrie de voir les gens qui ont été là, qui sont toujours en place, qui tiennent leur rang, qui tiennent leur clan, comme t'aimes bien le souligner aussi. Ouais, je revendique. Et ça fait du bien d'avoir un petit peu ces références sur lesquelles on peut s'appuyer pour se dire, bah voilà, tu vois, on est toujours aligné sur des valeurs, justement sur ces sujets de passion, parce que, bah voilà, parce que ça fait du bien d'avoir un peu ces repères-là dans un environnement qui bouge, euh, cette industrie qui bouge, et ça fait du bien aussi de voir que la passion, elle est toujours là, et que c'est aussi quelque chose d'ultra important dans un business, comme tu nous l'as dit. Et voilà. Et voilà. Je voulais te mettre un gros big up aussi Et, Antoine, voilà. c'est vraiment gentil. Par contre, la seule chose que je voulais rajouter pour en finir, c'est que seul tu n'es rien. En fait, quand Hmm, je me suis construit avec des Narbé, des Thierry Isnel, des Yuba, des Maxime Pétieux, des Johan Triboula, que je peux continuer à suivre, des Thomas Lemoine, des Kylian Bron, les frères Botella, Lionel Sequeira. Et ces mecs-là, Fabrice Taillefer, Christian Taillefer, bien entendu, mon club était le bon. Et c'est grâce à ces mecs-là qu'on en est là. Parce hmm. que seul, tu n'es rien. Et euh, No foot, alors ça me fait vraiment rigoler parce que c'est sûr que j'ai dû dire ça C'est sûr. à un moment de ma vie. Euh, faut dire que j'étais un peu foufou, mais disons que on a vécu des trucs incroyables avec Popov. Tu te rappelles bien sûr Hmm, de Popov avec toute la clique. Et les premières heures, ben, on parle de slopestyle maintenant. Enfin, nous, on parlait de dirt avant. hmm. On est les pionniers. On est avec, si tu veux, tous nos amis, si tu veux, de Morzine, Léger, Bien sûr. les deux Alpes, on a fait des trucs incroyables, si tu veux. Donc, Roger Mandin, Steph Pupuljani et Hmm, toute la clique. Donc, c'était des moments incroyables. Et juste pour finir, c'est ce qui m'arrive, c'est peut-être pas grand-chose que j'ai fait. Mais je considère que pour moi, c'est irréel. C'est l'aboutissement d'un rêve. Il est peut-être pas très haut, mais c'est toujours bien d'avoir des rêves accessibles. Et encore une fois, franchement, c'est jouable. Je vous le dis à tous, c'est jouable. Toi, Antoine, tu me parles au rock dernier de ce fameux truc que tu allais faire. Comme toujours, je me dis, putain, le mec, il est ambitieux. Et pourtant, tu l'as fait. Et tu l'as fait, c'est écouté, ton podcast, il est écouté. Euh, c'est pas gagné, rien n'est jamais hmm. gagné. Par contre, tu Bien sûr. t'achètes le mic, tu achètes le truc, et tu fais le truc. Et après, encore une fois, on va peut-être penser que tu es comme moi un foufou. Mais par contre, ce que tu dis, tu fais. Et c'est déjà au moins quelque chose Hmm, que font pas les autres. Il y a beaucoup de personnes qui tchatchent et qui vont pas au bout. hmm. Donc, sur ce, messieurs, j'ai de la bière à aller acheter. J'ai mon ami Nicolas qui arrive. Yes. Bon, Momo, un immense merci. Merci, merci pour ton temps, merci pour tout ce que tu nous as livré pendant cet entretien. Si tu veux nous envoyer des infos pour les liens dans l'épisode, où est-ce qu'on te contacte, je vais mettre ton petit LinkedIn, ton site, enfin un certain nombre de choses, tu pourras m'envoyer le lien. Et voilà, on mettra ça dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez écoutés et on vous dit à très bientôt et surtout, bah, Et kiffez très ça, fort. voilà.
Hein. N'hésitez pas à venir nous voir sur les events. Et ouais. Il n'y a pas de mec inaccessible. Enfin, c'est tous les gens de notre milieu sont super accessibles. Hmm. On va peut-être pas vous reconnaître tous, mais en tout cas, on prendra du temps parce que honnêtement, c'est grâce à vous qu'on est là et on a la même passion. See you soon, See guys. you soon. Bye bye. Ciao, bye. Ciao. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode du podcast En roue libre jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a permis d'apprendre quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir avec un petit message sur LinkedIn, un petit SMS ou un mail. Ça m'aide énormément et ça m'encourage beaucoup. Et si vous voulez m'aider à développer ce podcast, vous ne pourriez pas faire beaucoup mieux qu'en me laissant un avis 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça m'aide beaucoup à remonter dans les classements. Vous avez écouté le podcast En roue libre, je suis Antoine Taillefer et si c'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.